Je vais essayer de vous présenter un peu les quelques idées derrière mon début de thèse que j'ai effectué avec Alain Trouvé. J'ai oublié de l'écrire dans mes slides. Je les ai fait un peu rapidement. Mais ouais, j'effectue ma thèse avec Alain Trouvé donc depuis septembre. En réalité, on a commencé le projet pendant mon stage de M2. Et après, j'ai fait une pause. Je suis parti aux États-Unis travailler sur un autre projet avec Martin Bauer. Euh, et là, j'ai recommencé en septembre en essayant d'un peu rédiger toutes les idées qu'on avait eues. Euh, bon, on a mis ce titre-là pour l'instant. Il y a encore un peu des petits débats. Euh, donc, le projet, il part un peu de cet article qu'a publié Michael Miller, Daniel Tward et Alain Trouvé, et qui propose des méthodes multi-échelles pour traiter des données d'imagerie médicale, notamment du cerveau. Euh, donc on peut avoir des échelles moléculaires, cellulaires, les tissus histologiques, etc. Euh, bon, ça, je m'y connais pas encore trop sur le détail de comment ça fonctionne. Disons qu'on a plein de nouvelles technologies qui arrivent. On a les données transcriptomiques. Euh, ça, Caitlin, que vous avez rencontré pour certains, pourra vous en parler mieux que moi. Et l'idée, enfin cet article, il donne pas mal d'idées pour traiter ces données, essayer de faire des ponts entre les échelles, de faire des matchings sur plusieurs échelles en même temps, essayer aussi de matcher différentes échelles, tout un tas d'idées. Et en quelque sorte, en fait, on s'éloigne, c'est une continuité de LDDMM, sauf que on s'en éloigne un peu parce que dans LDDMM, comme vous l'a présenté François-Xavier, on a qu'un difféomorphisme qui agit grosso modo à une échelle. On peut faire des trucs un peu sophistiqués en prenant des sommes de noyaux. Ça, je crois que François-Xavier aussi l'avait déjà fait. Il y a eu plusieurs articles, je ne me souviens plus des noms. Hum, Quelqu'un, Ruissier, docteur Ruissier, peut-être un truc comme ça. Ouvrier. Comment? Risser, voilà, c'est ça. Moi, je connais pas ce nom. Sauf qu'à chaque fois, on obtient quand même à la fin un seul flot de difféomorphisme. Et donc, cet article proposait d'empiler les difféomorphismes avec, pour chaque étage, correspond à une échelle. Euh, donc, grossièrement, si je résume un peu, j'essaie un peu de formaliser tout ça. Euh, Bah, notre espace de forme, ça va être tout simplement un produit cartésien d'espace avec un espace pour chaque niveau. Et là, on peut prendre des varifolds, des landmarks. Dans le papier, c'était des mesures, des varifolds, comme vous préférez. Et on va prendre non plus simplement un groupe de diffos, mais comme j'ai dit, un produit cartésien de difféomorphisme. Euh, bon, bah, avec la loi de groupe classique où on fait la composition échelle par échelle et on a une action sur Q qui va être aussi échelle par échelle. Et après, c'est là qu'on introduit. Ouais. Euh, et du coup, ça ne dépend pas de elle, c'est un produit de la même chose. Ouais, là, ouais, pardon, là, c'est des difféos sur chaque échelle, donc des difféos différents. Ouais, ouais. Là, on a, oui, c'est phi puissance Ah, L et phi prime puissance L. Là, il y a des puissances de L un peu partout, ou des indices L. c'était juste pour le définition de GK, mais en fait, c'est produit de la même chose. Donc, c'est produit cartésien de toujours la même chose. Ah, mais c'est la métrique qui change à l'intérieur. Ouais, c'est ça. C'est qu'en Ouais. fait, là, bah, j'allais y venir. C'est qu'on se donne, on va se donner plusieurs espaces à noyaux, les uns inclus dans les autres. Donc, on commence par V0 qui va coder l'échelle la plus dézoomée et VL, l'échelle la plus fine. Et on a cette inclusion et c'est ça qui va nous donner la métrique, en fait, justement. Et l'idée quand on va produire notre difféo, ça, c'est une image que j'ai repris un peu de l'article original, mais c'est pas de moi. Et bah, comme j'ai dit, à l'échelle 0, on se prend un premier flow, un premier champ de vecteur vitesse.
ça nous donne un difféo. On va regarder le coût de prendre ce V de t. Ensuite, à l'échelle suivante, on rajoute un petit terme qui raffine V1 et, euh, et on va regarder encore une fois le coût de ce V1. À l'échelle numéro 2, on rajoute encore une fois un nouveau champ de vecteur vitesse. Et dans ce cadre-là, c'est là qu'on peut aussi, par exemple, traiter les transformations rigides euh, dans dans le même temps. Parce qu'originellement, ce qu'on fait souvent, c'est que on aligne d'abord un peu de manière rigide deux images ou deux varifold et après on fait LDDMM. Mais là, on peut se dire pourquoi pas à la place de l'échelle 0, au lieu de prendre des difféos, prendre juste un groupe de transformation rigide, appliquer ça et ensuite faire mon produit de difféos à la suite. Et voilà, ça c'est un peu le problème qu'on veut minimiser. Bon, là, c'est un peu tout en gras pour dire à chaque fois qu'on a des produits de difféomorphisme. Euh, ok. Bah, du coup, là, on vient de voir qu'on a un peu étendu LDDMM à un cadre qui était un produit de difféomorphisme. Et bah, on a voulu continuer un peu plus loin en se disant pourquoi pas prendre un groupe un peu général qui vérifie certaines propriétés de dimension infinie. Et on s'est basé un peu sur la thèse de Sylvain Arguillère. François-Xavier voulait lui rendre hommage. Ça va être moi finalement. Euh, alors là, j'ai mis plein de conditions et d'hypothèses sur les groupes, sur les groupes sur lesquels qu'on va utiliser pour modéliser nos transformations et nos déformations. Grosso modo, en fait, c'est vraiment des hypothèses qui sont similaires au groupe de difféomorphisme. C'est-à-dire que là, si je dis que ça, c'est difféo de CK plus 1, difféo de CK, eh ben, je demande juste une condition de régularité du produit. Ok. En fait, tout ça peut se résumer en introduisant des concepts de Alfie Group. J'ai pas de traduction en française. Martin Boer qui a publié récemment un article un peu obscur dessus où il étudie des métriques riemanniennes sur ce genre d'objet. Donc voilà, donc, tout ça, toutes ces hypothèses, c'est juste nos hypothèses de travail pour pouvoir définir des métriques et appliquer un équivalent de LDDMM. Sachant qu'ici, typiquement, mon G puissance L ou mon G puissance K, euh, ça va être lui-même le produit de difféo CK que j'avais dans l'exemple précédent. Et, euh, et à partir de là, on peut refaire un peu tout ce qu'on sait faire de base, c'est-à-dire intégrer, intégrer des champs de vecteurs. Ça me donne une dynamique, minimiser l'énergie en définissant un espace de Hilbert sur le plan tangent à l'identité, avec encore une fois quelques conditions pour avoir existence et unicité de géodésique. Euh, voilà, tout ça c'est très sympa. Ouais. Tu peux juste redire le UT action, c'est l'action finale sur GT, c'est quoi exactement? Donc ton UT c'est je sais pas, charge. Voilà, là on est sur. Donc en fait là le G puissance K plus 2, c'est le G puissance K, ça représente un peu, c'est l'équivalent de diffeomorphisme CK, ou diffeomorphisme HK peut-être si on fait des Sobolev. Mais le G puissance K, soit tu le vois comme diffeomorphisme CK, soit tu le vois comme le produit des diffeomorphismes CK. Mais le G puissance K en lui-même, il peut être tout et n'importe quoi. D'accord. Et j'ai coupé ta question, désolé. Non, non, mais en fait, juste pour revoir un peu les objets qu'on manipule, là, je suis pas sûre d'avoir bien. Alors, du coup, on est dans un groupe. UT, ça va être un élément qui va appartenir à mon espace V, qui est un sous-espace de l'espace tangent. Et c'est quoi la différence avec les failles de Sylvain? Sylvain, il faisait des difféos. Donc c'est un groupe général en fait. Ouais, D'accord. ouais, c'est ça, ouais. Euh, ouais. Je sais plus ce que j'allais dire,
Mais oui, tout à fait, ça, c'est un groupe général. Et à partir de là, on peut aussi résoudre les équations hamiltoniennes, définir un hamiltonien, résoudre les équations hamiltoniennes. Et on a en plus euh, une, on retrouve les équations euh, épidiff, ça s'appelait dans le cas des difféo. Là, moi j'ai mis Euler Poincaré, mais je sais pas trop. C'est un nom un peu standard. Et donc, qui est une équation sur la variable moment. Alors en fait, là, telle que je l'ai écrite, c'est un peu faux parce que les variables, les représentations adjointes, elles sont pas, voilà, je les ai définies pas du tout. En fait, je les ai même pas du tout définies. Mais vu qu'on n'a pas exactement des groupes de Lie, mais des half-Lie groupes, comme je disais précédemment, c'est un peu casse-pied de définir ce genre de choses. Mais en faisant très attention, on peut réussir à donner une explication formelle à toute cette chose-là. Et, euh, et l'intérêt de ces équations aussi, c'est que ça nous dit que, notamment dans la forme intégrée, ça nous dit que, en fait, ça capture vraiment l'aspect riemanien des mets géodésiques. C'est-à-dire que tout est contenu là-dedans. Et notamment, si on travaille maintenant sur des variétés, donc mes varifolds, des surfaces, des courbes ou même des landmarks, et qu'on induit ma métrique de mon groupe sur mes variétés Q1, Q2, bah là, encore une fois, tout est compris, tout est, tout ce qui se passe dans le groupe induit ce qui va se passer dans les variétés. Donc en fait, on s'en fout un peu des variétés. À la rigueur, ça nous donne des termes d'attache aux données. Mais voilà, c'est vraiment le groupe qui est important. Ça, c'est parce qu'on travaille avec des métriques invariantes à droite. Et notamment, une petite application de cela que je sais que Kathleen a implémenté ce genre de truc. J'ai pas trop, je sais pas trop. On n'est pas encore sûr de à quel point ça va donner des choses intéressantes ou à quel point ça va marcher. Mais si on reprend l'action classique des difféos, disons sur les varifolds, euh, donc qu'on définit par action sur le dual, on voit qu'il y a une variable jacobien qui va apparaître. Et, euh, et une idée qu'on peut avoir, c'est au lieu de prendre le groupe des difféos, on va se rajouter un degré de liberté et on va prendre les difféos croix C0 K-1 de RD dans la plus étoile qui va coder la variable jacobienne. On pourrait croire qu'on fait des métamorphoses où on change le poids, mais en fait, pas du tout. Là, à chaque fois, on garde la même métrique. Ce qu'on veut vraiment, c'est obtenir. Ce qu'on veut vraiment, c'est que le alpha soit égal au jacobien dans nos équations géodésiques. Euh, ouais, bah ça, c'est l'inclusion triviale qu'on a de difféo dans H puissance K. Et avec ça, on peut redéfinir une action avec ce nouveau degré de liberté en disant juste, bah, à la place de ma variable jacobien, c'est juste une multiplication par mon alpha. Et bah, ce qu'on peut remarquer, on peut essayer de voir un peu ce que va nous donner les équations hamiltoniennes dans H puissance K et dans les difféos en même temps, pour voir un peu ce qu'on peut obtenir. Et on remarque que si on prend en compte, si on regarde les variables coadjointes, les moments coadjoints, donc ça c'est dans mon groupe des difféos et ça c'est mon couple de variables dans mon nouveau HK, on a cette relation un peu sympa. Et notamment, on va voir apparaître le gradient de, euh, de ma variable moment qui va coder le changement de poids, en fait. Et, en quoi c'est intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que du coup, on va avoir une perte de régularité entre le moment, le couple de moments p phi, p alpha et le moment pg. Parce que là, on a le gradient qui apparaît, qui est un gradient au sens faible. Et notamment, il y avait des exemples où lorsqu'on fait un matching avec un atlas, par exemple, on a pas mal de, on a
des images qui peuvent être continues par morceau ou océan par morceau, avec des singularités sur des bords. Cette variable-là va pas être du tout L1, ça va être L1 plus des termes de singularité un peu partout. Mais mon couple de variables P phi, P alpha, lui, va bien, les deux variables vont bien être L1. Et ça vient un peu de cette relation-là. Et en pratique, apparemment, ça marche bien de faire P phi, P alpha, même lorsqu'on discrétise. Donc, il doit y avoir Enfin, déjà, il peut y avoir d'autres idées de comment on peut augmenter, rajouter des degrés de liberté un peu sur mon groupe de Diffeo pour essayer de contrôler via les variables moments un peu mieux ce qui se passe sur chaque partie. Et je ne sais pas si j'ai mis quelque chose d'autre. Non, c'est tout. Voilà, là j'ai mis une petite référence du projet. Si vous avez des questions. La slide précédente? Ouais. Si tu as fait une question, allez-y. Ouais. T'as pas encore la géodésique. Ça, c'est l'équation géodésique. Ouais, c'est ça, c'est les équations géodésiques. Enfin, c'est les moments associés les variables coadjointes associées aux équations géodésiques. Ouais. La question que je me pose, c'est de regarder un matching, une exact, une barre, un schéma, une descente de gradient. Ouais. Et on calcule le gradient en temps 1, et puis on propage en rétrograde. Comment le gradient sur la tâche donnée va se répartir entre P phi et P alpha dans un modèle comme En fait, ça dépend aussi déjà comment tu calcules ta variable contrainte. Dans le cadre des varifolds, ça passait bien parce que dans la tâche de données, on peut faire apparaître le jacobien direct. En fait, on peut très bien faire tout ce que je viens de faire et prendre une attache aux données qui dépend juste de la partie phi. Et en fait, ce truc-là, il va être nul et on va juste avoir, ça va servir à rien. Mais du coup, c'est lié à comment je choisis mon attache aux données. Après, d'une manière expérimentale. Ouais, working progress. C'est ça, on peut dire une très bonne question. C'est justement fait que dans la tâche de données, normalement, on peut écrire, selon comment on écrit la tâche de données, on peut avoir un jacobien qui apparaît. Et en fait, comme on veut, si on dit que la seule variable c'est phi, on fait disparaître ce jacobien, on peut écrire par partie comme ça, ou on fait le changement de variable. En fait, là, de fait, on ne fait pas le changement de variable parce que phi, le jacobien est une des variables. Donc, il dérive directement par rapport au jacobien, qui va initier en fait Mais ce genre de modèle, si je prends les courbes de surface, je vais traduire dans la feuille, je fais ce genre d'opération, et je garde les courbes de surface. Je peux remonter à une représentation surfacique et les courbes, sinon, si le alpha devant, il s'amusait par les choses. Je fais ce choix de question. Si je pars d'une courbe, je la déforme, c'est le jacobien qui multiplie mon égal devant. Là, c'est vraiment fait dans un cas de 3D. Enfin, c'est écrit dans un cas. On a plutôt des objets 3D qui. Oui, d'accord. Mais en fait, de fait, l'idée d'une certaine manière, l'idée, c'est que dans la tâche donnée, il y a des nouvelles variables. Quand il y a redondant en ces nouvelles variables, la tâche donnée peut être régulière. Alors que justement, quand on veut s'en débarrasser, parce que c'est par exemple la dérivée de phi, ou c'est un hessian, ou c'est la différentielle de phi, on va s'en débarrasser en faisant en utilisant des formules d'intégration par partie qui vont faire introduire des dérivés éventuellement de la tâche de données. En fait, là, on ne le fait pas, puisqu'on a une nouvelle variable dont on dispose, qui est effectivement en fonction de la première, et pour laquelle la tâche de données est régulière. Donc, je pense, en fait, ça doit se traduire dans le cas des courbes de surface. Enfin, l'idée, c'est ça, c'est de dire la tâche de données va devenir
on dispose de nouvelles variables et la tâche de données est régulière par rapport à celle-là. Ici, on ne s'est pas lié aux jets. Ou quoi? Bah, en fait, mais il y a eu Et des. Thomas, tiens, Il y a une dizaine d'années, il y avait eu des papiers sur les DNM. Ah, pardon, qui c'est il y avait eu des papiés de Stéphane Sommer, Henri Jacob, etc. sur les jets. En fait, c'est simplement quand on a des attaches de données, un DNM, des attaches de données qui ne dépendent pas. Ou par exemple, on déplace des points, mais on ne fait pas dépendre l'attache de données seulement des phi de xi, mais aussi de défis de xi, etc. Des dérivés. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Des dérivés d'ordre supérieur. Et du coup, en fait, ça génère des cartes de mouvement dans V étoile qui sont pas simplement des sommes de Dirac, mais des sommes de Dirac dérivés, des trucs comme ça. Et donc, je me disais, peut-être ça rejoint ça, c'est-à-dire que là, les deux moments, il y en a un, ça représente des moments peut-être moins. Bon, après, là, mon P alpha, il code pas. ouais, il y a un rapport, mais c'est pas. Il code enfin, le déterminant du jacobien. On prend bien. Donc, ouais, mais on prend le. Je suis pas trop familier de cet article-là. Je sais pas exactement s'ils font. Moi, pas trop non plus. Mais c'est par exemple un truc où on dépasserait des points, des vecteurs, des différentiels. On encode sur un point, Ouais, ça vous touche. ouais, c'est ça. Ouais, ça marche. Je vois, c'est vrai. Non, mais tu as. Et une deuxième question, là, en fait, ça, en gros, c'est un moyen de coder de façon plus robuste. En fait, c'est ça l'idée. Des méthodes variables classiques. Un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ouais, surtout. Ouais, parce que là, j'ai parlé de régularité, mais dans le cadre de variables continues, après, on n'aura que des trucs discrets là-dedans. Et là, dans l'idée, on aimerait que, en codant avec ce genre de manière, ça donne sûrement un conditionnement meilleur, ou je sais pas, mais un calcul plus fin. Ouais. Il y a une petite question, la première partie, où tu combines les formations agiles. Moi, j'ai fait aucune expérience encore, mais je sais qu'il y a des équations qui ont été écrites où où on rajoute dans l'hamiltonien les transformations rigides. Et donc là, les transformations agiles, elles sont exprimées avec les géodésiques. Il y a un moment où les formations se construisent avec le même moment. Il n'y a pas d'indépendance entre ce qui va définir, par exemple, la partie rigide et ce qui va définir la partie. Non, c'est dépendant, ouais. D'une certaine manière, code des tâches. Ouais. Enfin, là, ça ne va pas y avoir des déformations. Enfin, tout va être relié avec. Je sais plus. Là, il va y avoir un moment pour chaque. Oui, c'est un peu du Ouais. C'est de pas surcharger ces pauvres moments qui sont guidés par tout le monde. Et donc en fait, d'une certaine manière, il y a un découpage, c'est-à-dire que en fait, évidemment, tout interagit à la fin. Mais en fait, on introduit à chaque étage des éléments qui sont. Donc le dernier étage peut être vu comme une sorte de niveau, mais on garde les étages éternels. Exactement. Merci beaucoup, je pense.